bienvenue à cette première conférence en ligne qui s'inscrit dans la programmation du Giacometti chez vous et qui vise à vous faire découvrir, retrouver, pour qui connaît déjà un peu, l'œuvre d'Alberto Giacometti depuis chez vous, confortablement installé sur votre canapé. Ce premier approfondissement est dédié aux années académiques d'Alberto Giacometti, les premières années parisiennes de l'artiste. Il s'agit d'une période assez courte, vous verrez que 5 ans de la vie de l'artiste, mais ses premières années passées à l'Académie de la Grande Chaumière, dans l'atelier d'Antoine Bourdelle, constituent un pas très important et formateur dans la carrière d'Alberto Giacometti. Ce sont des années d'affranchissement de la vie familiale en Suisse, son lieu d'origine, de l'atelier de son père peintre, des années aussi d'apprentissage et de découverte, et on le verra, de prise de conscience de sa volonté d'être artiste. Alors, nous allons tout d'abord partir avec une liste de sources qui ont été à la base de cette recherche. Et puis, nous allons démarrer ce parcours par l'arrivée d'Alberto Giacometti à Paris et ses débuts à l'Académie de la Grande Chaumière, en passant par l'apprentissage du dessin et la technique d'après-modèle. Puis du dessin, nous allons après regarder ensemble les premières sculptures qu'il réalise à Paris, celles connues par les archives et celles encore existantes. Bien sûr, nous n'allons pas délaisser l'importance de la copie d'après les maîtres anciens, qui était fondamentale pour Antoine Bourdelle et qui le sont aussi pour son élève. Et pour finir, nous allons conclure par les premières expérimentations avant-gardistes qui lui feront doucement tourner la page, cette page de l'Académie, et le mener vers un nouveau chapitre de sa vie d'artiste. Alors, j'ai dit, on va commencer par les sources de notre recherche. Donc, tout d'abord, je suis partie, bien évidemment, de ce qui est le plus directement lié à l'artiste. Donc, les sources que nous avons la chance de conserver dans le fond de la Fondation Giacometti. Parmi ceux-là, bien sûr, les carnets personnels de l'artiste. Donc, parmi c'est une centaine de carnets qui font partie de cette collection. Il y en a une quinzaine qui est datée de la période de l'Académie de la Grande Chaumière. Tous ces carnets sont extrêmement riches en notation, en croquis, et constituent donc un véritable trésor pour nous permettant de retrouver des œuvres aujourd'hui détruites ou disparues, d'identifier les œuvres par leurs croquis ou de les retrouver dans des listes que Giacometti avait l'habitude de réaliser à l'intérieur de ses carnets. Cela a été d'ailleurs le travail qui a été fait par Michel Kiffer, commissaire de la dernière exposition de l'Institut Giacometti, qui est consacrée à la recherche des œuvres disparues et que vous pouvez retrouver sur notre compte Instagram. Les carnets sont aussi très souvent le lieu d'annotation, de véritables agendas de l'artiste, qu'il indiquait à l'intérieur de ses carnets, son emploi du temps de la journée, ses projets de création ou de travail, ses visites de musées ou d'exposition, ses rencontres aussi avec les camarades ou les amis artistes. À côté des carnets, bien sûr, le fonds photographique de la Fondation, qui compte parmi ses milliers de photographies quelques rares clichés des années 1920. Sur ces photos apparaissent parfois des œuvres de l'époque, aujourd'hui détruites. Ces photos constituent donc un véritable trésor pour nous, étant souvent le seul témoignage de l'existence de ces œuvres. D'autres fois, dans les photographies sont des vues de classe de Bourdelle, ou encore représentent des moments de simple complicité entre Giacometti et ses camarades de la Grande Chaumière. Un travail soigneux d'identification des personnes représentées a été fait en 2018 par les curateurs de l'exposition Transmission-Transgression que le musée Bourdelle de Paris a consacré à l'enseignement d'Antoine Bourdelle. Ce travail de recherche m'a permis de retracer les relations entre Alberto Giacometti et ses camarades de la Grande Chaumière. Et puis bien sûr, la correspondance personnelle de l'artiste et plus particulièrement les échanges épistolaires avec sa famille. C'est un projet sur lequel je travaille depuis quelques années et qui fera bientôt l'objet d'une publication. Ces lettres sont extrêmement importantes pour les chercheurs qui travaillent sur Giacometti et non seulement.
Dans les échanges des années en question, des années 20, le jeune Giacometti écrit régulièrement à ses parents pour les informer de son quotidien. Il les informe de ses rencontres, de ses doutes, de ses succès en classe ou ailleurs. Et vous verrez, nous allons souvent les citer lors de cette intervention. Mais les recherches se sont faites aussi beaucoup en dehors des archives de la Fondation. Donc, bien sûr, les archives du musée Bourdelle, qui ont été pour moi une source très importante. Malheureusement, il n'existe pas d'échange épistolaire entre Bourdelle et Giacometti, mais le nom de l'artiste apparaît listé parmi les élèves étrangers sur l'agenda du maître. Les archives de la Grande Chaumière ayant été détruites, le manque de sources a été comblé en grande partie par les témoignages des autres élèves. Et pour cela, encore une fois, l'exposition de 2018 au musée Bourdelle a été importante car elle a permis à de nombreux chercheurs comme moi, s'occupant chacun d'un élève différent, d'échanger, de partager des informations venant de tous les coins du monde. Certains de ces témoignages avaient déjà été publiés dans des ouvrages ou des articles de journaux. Et c'est le cas, par exemple, des écrits de Daniel Marquis-Sébi ou encore de l'élève Sander Kemery, qui, dans leur essai, décrivent le quotidien de cette école de sculpture. Puis bien sûr, les archives personnelles de certains élèves proches de Giacometti qui aujourd'hui sont conservées dans des fonds d'archives ou de bibliothèques. C'est le cas par exemple de la bibliothèque Beinecke ou de la Smithsonian aux États-Unis, qui contiennent des photos, des notes, des journaux intimes, des coupures de presse, des lettres, et que j'ai pu parfois consulter. Dans certains cas, vu la distance, j'ai pu les consulter que par microfilm. Donc je m'excuse en amont du rendu parfois de quelques illustrations de cette conférence. Donc, Alberto Giacometti, né en Suisse en 1901, il est le fils aîné de Giovanni Giacometti et d'Annetta Stampa. Son père était un peintre post-impressionniste de renom en Suisse. Il naît donc dans un contexte déjà imbibé d'art et se forme dans l'atelier paternel à Stampa en Val Bregaglia, dans le canton des Grisons en Suisse italienne. Après une première formation en Suisse, au collège de Schiers, à l'école des Beaux-Arts et à l'école des Arts et Métiers de Genève, il entame un voyage de quelques mois chez la famille en Italie. Disons que c'est un peu son très personnel grand tour qui le fait suivre les pas de beaucoup d'artistes avant lui, passant par villes comme Milan, Florence, puis s'installe à Rome et il n'oublie pas de visiter depuis Rome les villes d'Assise, Pérouse, Naples, Pompéi, Paestum. Donc le tour traditionnel qui lui permet de découvrir l'art italien, l'art ancien, l'art égyptien aussi, conservé dans les collections du musée du Vatican. L'art ancien, à cette époque, le passionne particulièrement et vous verrez, le marquera pour la vie. De retour en Suisse, il décide de suivre les traces de son père, son premier monteur, et décide comme lui d'entreprendre des études d'art dans une grande capitale européenne. Je cite, « Il pensa que ce serait probablement une bonne idée que d'aller à Paris pour travailler dans une académie libre. J'irai y dessiner et y peindre en mettant mes peintures les siens à l'Académie de la Grande Chaumière qu'il avait fréquentée dans sa jeunesse. Dans un premier temps, cette idée ne me convint pas, mais comme mon père n'insistait pas, je décidai alors de m'y inscrire. » C'est une citation de Giacometti, une interview de Gotthard Jedlicka dans les années 50. Et il affirmera aussi plus tard à son marchand Pierre Matisse d'avoir eu au début une préférence pour la ville de Vienne. Je cite, « À cette époque, mon désir de plaisir était plus fort que mon intérêt pour l'académie et à Vienne, l'argent valait peu. » Mais il décide quand même de suivre les conseils de son père, qui lui propose donc cette école libre, où lui-même avait été formé 20 ans auparavant, donc l'Académie de la Grande Chaumière à Paris. Il a donc à peine 20 ans quand il arrive à Paris, le 9 janvier 1922, et il choisit de s'installer dans le quartier où se situait l'académie même, à Montparnasse. Il vit tout d'abord dans des pensions, il se procure enfin un atelier. Archipenko, qui était parti s'établir à Berlin, lui sous-loue son espace de travail. Il faudra attendre quand même janvier 1925
pour qu'Alberto aménage dans un atelier en étage, rue Froidevaux. Et c'est qu'à la fin de 1926 qu'il s'installe dans son atelier mythique de la rue Hippolyte-Vindron. Dans ses premières années, il est soutenu économiquement par ses parents et il tient ses comptes dans ses carnets, ses dépenses pour les cours de l'académie, les modèles, les matériaux de travail. Dans les années 1920, Alberto Giacometti est un jeune homme enthousiaste, très déterminé, qui sait ce qu'il veut. Il est intéressé depuis son plus jeune âge par la peinture, le dessin et la sculpture, qu'il avait commencé, comme on a dit, à pratiquer dans l'atelier de son père. Mais une fois qu'il s'installe à Paris, il décide de s'inscrire uniquement aux cours de sculpture. Et c'est la raison pour laquelle il choisit plus particulièrement les cours qui étaient donnés par Antoine Bourdelle. Dans les échanges épistolaires, encore une fois, de cette époque, entre Alberto et sa famille, le père Giovanni encourage son fils, convaincu qu'il trouvera à la Grande Chaumière un milieu propice pour travailler, au sein duquel Bourdelle représente l'un des plus grands de ce temps. Je cite dans une lettre de 1922, Bourdelle est un disciple de Rodin et l'un des plus grands aujourd'hui, pour ce que je connais. Il doit avoir un bel âme d'artiste, selon comme tu le décris, et selon comme il apparaît aussi sur le livre d'Excel sur Rodin. Tu peux peut-être essayer d'entrer en relation plus intime avec lui, ça serait bien. Située au 14 de la rue qui portait le même nom, l'Académie de la Grande Chaumière était devenue un haut lieu d'enseignement de l'art. Dans ces classes se rencontraient les élèves du monde entier, de l'Europe à la Chine, au Japon, à la Nouvelle-Zélande, en passant par la Russie, l'Inde, le Brésil et les États-Unis. Dans la classe de Bourdelle, on pouvait rencontrer des élèves venus de tous milieux confondus, de tout âge aussi. Certains qui étaient venus apprendre la sculpture pour un réel désir de réussir en France, d'autres financés par des bourses de leur État, d'autres encore simplement motivés de l'envie d'une expérience à l'international. Le niveau des élèves était donc très varié, des plus experts aux novices qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui ne connaissent pas les techniques de la sculpture. Il y avait autant de femmes que d'hommes. On sait que voilà, à cette époque, Paris était devenue la Mecque des étudiants des beaux-arts et beaucoup de jeunes arrivaient à Paris pour étudier. Et parmi ceux-là, il y avait donc un très grand nombre de femmes qui étaient attirées par le caractère démocratique et international de cet établissement. Ce sont pour la plupart des jeunes filles de bonne famille, instruites, parlant des langues étrangères. Le but était vraiment celui de s'inscrire dans une académie privée, de fréquenter des ateliers d'artistes connus ou des cours éphémères qui durent quelques saisons. Pour ces jeunes élèves, cette expérience était souvent très excitante et l'enseignement des arts était vraiment à l'image humaine et cosmopolite de la ville de Paris. Aux femmes, en plus, c'était donné la possibilité de travailler d'après un modèle vivant nu, masculin ou féminin, sans différence, d'assister à des cours stimulants et en parallèle de fréquenter des milieux artistiques bien plus accessibles que dans leur pays d'origine. En plus, le prix des inscriptions était relativement peu élevé, le climat libéral qui dominait dans les classes, et tout ça donnait donc un atout inestimable. Giacometti cite souvent dans ses lettres ses élèves étrangères, notamment les filles américaines, qu'on peut voir ici dans cette photo avec Antoine Bourdelle, et qui devait constituer un groupe assez soudé et pas mal mondain. Giacometti fréquentera l'académie, on a dit, pendant 5 ans, de 1922 à 1927. Au début, les 3 premières années, il fréquente de manière très régulière, s'y rendant tôt chaque matin afin de pratiquer la sculpture, sans pour autant abandonner le dessin et la peinture auxquels il s'exerce les après-midi chez lui. À partir de 1925, sa fréquentation de l'académie est beaucoup moins régulière. Antoine Bourdelle visite l'atelier une fois par semaine pour une séance de conférences et de correction, tous les jeudis plus particulièrement. Il examine les travaux de ses élèves dans les 2 ateliers de sculpture qui s'est trouvés dans les locaux de l'académie. Les témoignages des élèves, comme par exemple les écrits de Daniel Marquis-Séby, nous révèlent l'ambiance qui régnait dans les classes de sculpture lorsque les jeunes apprentis s'exerçaient devant le modèle et les conseils qui étaient dispensés par le maître. Je cite: « Jeudi,
11h30, un avertissement est lancé. Un taxi vient de s'arrêter devant le numéro 14 de la rue de la Grande Chaumière. Un Polonais, aux yeux de pervenche, court de groupe en groupe, un doigt sur la bouche. Monsieur Bourdelle est là. Le maître apparaît dans sa blouse gris ardoise, ample et courte. C'est avec peine qu'il peut se frayer un chemin à travers la forêt des sellettes et des blouses. Avant de corriger vos œuvres, mes amis, je veux vous lire quelques réflexions transcrites il y a un instant. Comprendre pleinement, c'est égaler. Voir pleinement un objet ne consiste pas à voir dans le modèle si son nez est coquet ou non, c'est voir avec justesse où le nez s'attache au bas du front, son rapport exact avec les yeux, chercher les choses dans leur profondeur. C'est en résumé serrer la vérité de près, et cela c'est une grande force. Là est le rôle de l'intelligence. Sachez que quelqu'un qui serait capable de copier exactement un objet, tenez cette boule de glaise que j'ai écrasée sous les doigts, celui-là serait un très grand artiste. Pour voir dans le vrai sens du mot, l'objet tel qu'il est, il faut une sage observation de l'ordre de l'esprit. Donc, des enseignements qui resteront imprimés dans l'esprit du jeune Giacometti, qui gardera en tête cette importance de l'observation profonde du modèle pour représenter sa ressemblance et son véritable être. Giacometti est à l'écoute des enseignements de Bourdelle et rapidement, son travail ne passe pas inaperçu aux yeux du maître. Le professeur ne manque pas de faire des remarques positives, de le conseiller et de l'encourager. Ces remarques sont rapportées fièrement par Giacometti, d'ailleurs, dans les lettres à ses parents. Je cite en décembre 22, « Bourdelle est venu à l'atelier et il était très content de mon travail. Et comme avec 3 autres qui sont très bons, nous sommes tous Suisses. Il est venu vers moi en me regardant, en me disant « Oui, vive la Suisse » avec beaucoup d'humour. Il était donc très admiratif de son maître, mais ce regard d'admiration l'empêchait de montrer son désaccord lorsque cela était nécessaire. Ses camarades d'ailleurs se souviennent d'un jeune sûr de lui, à l'esprit très indépendant. C'est le cas par exemple de l'élève français Emmanuel Horicoste, qu'il écrira plus tard à propos de cette période. J'étais un tout jeune homme en 1926, lorsque pénétrant pour la première fois à la Grande Chaumière, dans cet atelier célèbre où Bourdelle enseignait en maître souverain et éblouissant, je rencontrai Giacometti. Il avait déjà sur ce visage marqué cette ignace en paille de fer qu'il devait garder toute sa vie. Il me terrorisait. Sa voix brève, son air bourru et son indépendance vis-à-vis de Bourdelle et de nos camarades de l'atelier semblaient créer une distance infranchissable entre lui et moi. Et cependant, il m'attirait. On sait par exemple, par la correspondance de l'artiste, que durant une séance de dessin, le maître avait remis en cause l'importance accordée par les élèves à l'étude du modèle vivant. Et cela avait perturbé Giacometti, qui décida de tenir tête au maître en réaffirmant sa croyance dans le lien intrinsèque et absolu entre l'art et la nature. À la Grande Chaumière, une attention particulière était accordée donc au dessin, considéré comme la base de l'entraînement pour devenir un bon sculpteur. Dans ses leçons, Bourdelle invite ses élèves à comprendre pleinement la forme de l'objet par l'intermédiaire de sa représentation graphique. La vérité de l'objet représenté n'est saisie que lorsque celui-ci trouve sa place dans l'espace. Les élèves sont donc encouragés à l'étudier sous tous les angles, dans tous ses contours, ses volumes et ses rapports géométriques. Et les carnets de notes de cette époque sont parsemés de théorèmes, de formules géométriques et de calculs. Et c'est Sander Kemery, élève de Bourdelle, qui rapportera en 1931 comment, selon Bourdelle, un bon statuaire devait connaître les lois de la mathématique, la géométrie et la géographie des formes. Même s'il ne fera jamais partie des praticiens qui collaborent avec le maître Bourdelle dans son atelier avenue du Maine, on sait que Giacometti le visite en 25, mais il s'agira juste d'un simple épisode. Giacometti ne reste pas un élève quelconque, au sein de l'académie. Et en cours, Bourdelle le félicite souvent, notamment pour sa technique de dessin, soulignant sa capacité de compréhension et sa grande rapidité d'œil et d'analyse.
Si dans un premier temps, les études d'après-modèle de Giacometti sont plutôt inexpérimentées, montrant la difficulté que l'élève a à rendre les volumes dans un rapport harmonieux des formes, assez vite, ces croquis et ces dessins deviennent plus assurés, révélant une grande maîtrise du corps humain et de ses volumes. Le jeune artiste affine sa technique de modèle en s'exerçant à travailler sur les différentes parties du corps, divisant sa surface en une multitude de facettes, afin de traduire les volumes et de mettre en évidence les plans. Comparant l'étude du dessin à celle du piano, Bourdelle invite ses élèves à la discipline en soutenant « on n'est jamais assez fort, il faut s'entraîner ». Et le jeune Suisse, en effet, il s'entraîne longuement en dessinant sans cesse du matin jusqu'au soir, réutilisant le revers de ses feuilles et remplissant ses carnets de croquis. En 1924, il écrit à ses parents: « Hier, j'ai montré mes dessins à Bourdelle. J'ai beaucoup dessiné ces derniers mois. J'en ai au moins une cinquantaine. Le vendredi d'avant, comme il était venu seulement pour un moment, vu qu'il n'avait pas corrigé, il dit pendant qu'il parlait de la manière de modeler: « Personne ici ne sait mettre correctement 3 points sur une figure. » Et puis, en me voyant, il m'a montré du doigt en disant: « Monsieur le sait faire. » Il a trouvé les dessins très bons et a répété plusieurs fois. Il sait très bien dessiner, il comprend le dessin, il a de très grandes qualités, une très grande capacité de l'œil et de l'analyse, et ainsi de suite. Il a dit de garder tous les dessins qui valent quelque chose. Comme ça, maintenant, je passe pour le meilleur dessinateur de l'Académie Bourdelle. Et aujourd'hui, ils étaient tous beaucoup plus gentils que d'habitude. Il est vrai que la plupart sont des femmes. Bien que moi, je sois toujours à peu près le contraire. Cela ne m'empêche pas de voir que je n'ai pas fait un seul dessin comme je veux et qu'il faut travailler bien autrement. Mais jusqu'à l'été, j'espère faire encore quelques progrès. Et en effet, Giacometti gardera ses dessins de jeunesse dans son atelier jusqu'à la fin de sa vie. C'est le peintre Léonard Messer, un mi-suisse qui fréquente Giacometti à cette époque, qui dira quelques années plus tard à propos de sa technique de dessin. Déjà à l'époque, Alberto dessinait avec beaucoup de passion, doté d'un talent magistral et original. Dès son plus jeune âge, il dessinait avec un zèle inlassable afin d'approfondir sa connaissance du visage. Il marque par des points les endroits caractéristiques, liés entre eux par des lignes fines, comparables à un système de coordonnées compliqué. Grâce à cette méthode, ses portraits étaient d'une ressemblance absolue. Cela m'épatait tellement que peu de temps après, tous mes dessins étaient giacomettisés. Pour rendre la vérité du modèle, les élèves de la Grande Chaumière travaillaient leur figure d'après nature. Sur une estrade autour de laquelle sont installés les élèves, le modèle pose pendant plusieurs jours, permettant dans un premier temps l'étude du corps en dessin et puis le modelage de la figure en terre. Les modèles varient selon le sexe et l'âge, mais il s'agit le plus souvent de jeunes filles d'origine étrangère employées à l'heure. C'est l'élève brésilienne Josefina de Vasconcelos qui explique dans sa biographie que les aspirantes modèles stationnaient devant l'académie, espérant d'être appelées pour poser. On trouve la trace de certains de ces modèles dans les documents personnels de Giacometti, qui notent les noms de ces jeunes femmes. Et en croisant ces sources avec d'autres témoignages d'élèves, j'ai pu identifier certains d'entre eux. Parmi ceux-là, on retrouve donc la jeune italienne Tina, qui pose pour Giacometti entre 1923 et 1924. Nous retrouvons son nom dans les carnets de l'artiste. Nous le voyons ici dans ce carnet de 23-24, à droite de l'écran. Portrait de Tina, ritratto di Tina, figura di Tina, donc figure de Tina. Mais le retrouvons aussi dans les témoignages d'autres élèves, comme l'américaine Policares Crosby, qui cite ce jeune modèle italien parmi les invités avec Giacometti d'une de ses fêtes mondaines. Mais un modèle italien est aussi cité dans les lettres à la famille. Giacometti est parfois invité manger chez ce modèle et son mari. Des croquis d'études sont aussi identifiables sur un des carnets de la collection de la Fondation Giacometti. Et dans ce très rare témoignage des années 20 en peinture, qui est aujourd'hui conservé dans la collection de l'Alberto Giacometti Stiftung de Zurich.
sur un fond neutre, ce qui ne nous permet pas de reconnaître le lieu, mais il s'agit sûrement de l'atelier personnel de l'artiste, car Giacometti accueillait les modèles en après-midi pour s'entraîner sur le dessin et sur la peinture. Le modèle Tina pose torse nu, les bras croisés, posés sur les cuisses. La palette de couleurs est encore celle que Giacometti utilise dans ses toutes premières peintures, donc caractérisées par des tons de bleu ou de rose, qui sont un héritage de la peinture paternelle et de celle du peintre suisse Ferdinand Hodler, ami de son père et parrain d'un de ses frères, qui l'inspire à ses débuts. Si le visage est assez assuré, démontrant donc l'attention que l'artiste avait portée à son étude, donc fait probablement en amont en dessin par un réseau de lignes et de facettes, le travail sur les mains semble assez incertain et hésitant avec plusieurs remaniements. Le modèle, en tout cas, est très véridique et la ressemblance est frappante lorsqu'on compare cette photographie de l'académie où j'ai pu reconnaître Tina en bas, au milieu, assise entre les élèves entre les élèves de l'académie. Dans un carnet de 1925, Giacometti écrit première semaine de février, travaille beaucoup, finir Carmen et l'homme assis, et si possible le buste en plâtre. Ces trois choses doivent être faites le plus tôt possible. Donc le nom de ce modèle, Carmen, qui apparaît, qui nous renvoie plus particulièrement à Carmen d'Amedoz, modèle professionnel et ancien modèle de Rodin, qui posait à la Grande Chaumière et qui figure ici sur cette rarissime photo de 1922 à côté d'Alberto Giacometti, photo qui a été prise par l'élève américaine Marion Walton et qui est aujourd'hui conservée aux archives de la Smithsonian de Washington. Fait assez sourire la notation sur le dos du tirage, car Marion Walton venait probablement d'arriver à l'académie, ou inversement, Giacometti venait d'arriver, car elle note Carmen et Roberto Giacometti. Parmi les modèles, nous retrouvons aussi une certaine Louise Blondin, qui est modèle d'un dessin de 1923, et encore une femme de nom Renée, probablement un modèle professionnel aussi, et qui pose pour plusieurs dessins qui sont réalisés entre 1922 et 1925. Alors, nous connaissons tous le Giacometti d'après-guerre comme un artiste très tenace, capable de persévérer longtemps sur un projet, jamais satisfait de son résultat. Et c'est en réalité une attitude que l'artiste démontre dès son plus jeune âge. Déjà à cette époque, il s'acharnait pour réaliser ce qu'il voulait, autant avec les modèles, autant avec des objets inanimés qu'il traitait comme des êtres vivants. Et c'est Giacometti même qui raconte en 1957 à Georges Charbonnier comme la seconde année d'académie, il aurait choisi de prendre une pause de ses cours pour se concentrer sur la représentation d'un crâne. Et donc, il abandonne l'académie, mais il abandonne pas l'académie, pardon, mais passe plus de temps chez lui pour travailler seul sur un objet défini. Je cite: la seconde année, par hasard, je suis tombée sur un crâne qu'on m'a prêté. J'ai eu une telle envie de le peindre que j'ai laissé tomber l'académie pendant tout l'hiver et j'ai passé tout l'hiver dans une chambre d'hôtel à peindre le crâne où je m'étais, voulant le préciser, le saisir autant que possible. Je passais des journées seulement à tâcher de trouver la tache, la naissance d'une dent, non, qui monte très haut près du nez, et le suivre le plus exactement possible dans tout son mouvement, de manière que si d'abord je voulais faire tout le crâne, cela me dépassait. J'en étais réduit à peu près à faire la partie inférieure, c'est-à-dire la bouche, tout au plus le nez et les orbites, et pas au-delà. Et encore aujourd'hui, je regrette ne pas être allé au bout. En cette année d'abattement, il semble en effet être intéressé à nouveau par la peinture. Il se prend lui-même en autoportrait. Et c'est le cas de cette peinture appartenant à la collection du Kunsthaus de Zurich, dans lequel Giacometti se représente à l'intérieur d'un appartement parisien ou un atelier parisien. En tout cas, c'est un intérieur plutôt français. L'artiste se représente entre deux miroirs, de sorte qu'il s'ouvre une espèce d'effet de réflexion sur le fond.
Par sa frontalité, sa composition et son attention au regard, le tableau nous ramène au portrait de Ferdinand Hodler, encore une fois, mais montre en même temps un travail différent par rapport à Hodler, notamment dans la structuration des volumes en facettes. Selon l'enseignement de l'académie, donc, il traite le visage de cette manière. Et il expérimente aussi une nouvelle palette de couleurs par rapport au portrait de Tina, avec des couleurs bien plus chaudes et des couleurs qui n'avaient jamais été utilisées auparavant. Lors de ses premières années à la Grande Chaumière, Giacometti réalise de nombreuses sculptures. Alors, si la plupart d'entre elles ont été détruites pour faire de la place de l'atelier ou tout simplement pour l'insatisfaction de l'artiste, les archives de Giacometti nous permettent de recenser les sujets qui étaient représentés, qui sont souvent listés dans ses carnets ou cités dans la correspondance. Donc nous avons tout un ensemble de bustes, torses, figures assises, figures à genoux, figures debout, hommes assis. Donc sont nombreux les titres et les témoignages de cette époque, et ce sont donc un nombre tel qui témoigne de la remarquable productivité de l'artiste à cette époque. Et c'est le cas, par exemple, ici vous avez un exemple sur ce carnet, cette deux femmes qui travaillaient d'abord en buste, puis aussi en tête dans un autre carnet. Donc ce portrait qu'on reconnaît être le même, qu'on retrouve sur plusieurs carnets. C'est le même Giacometti qui écrit dans un de ses carnets cette note, 1922, vous le voyez ici dans le carnet à gauche, 1922-1925, Paris, Académie de la Grande Chaumière, Bourdelle, buste peinte, demi-figure peinte, étude d'après nature, tout détruit. Donc là, c'est un exemple de sculpture, une demi-figure qui était malheureusement détruite. Et sur les carnets, souvent, nous retrouvons donc ce genre d'exemple. Ici, donc, à droite, au milieu et à droite, vous avez des croquis de cette même figure on retrouve à plusieurs reprises et depuis plusieurs points de vue. Ce qui atteste que la sculpture avait été réalisée en 3 dimensions, qu'elle n'était pas qu'au stade de croquis. Malheureusement, il s'agit aussi d'un exemple de sculpture peinte qui est perdue à jamais. On sait qu'à cette époque, Giacometti est particulièrement intéressé par la polychromie. C'est une pratique qu'il connaissait déjà bien avant son arrivée à Paris, déjà dans sa jeunesse, dans l'atelier paternel à Maloja. Le jeune Alberto s'était donné pour mission d'achever le portrait en plâtre blanc que le sculpteur Niederhausen Rodo avait réalisé de son père, et en le coloriant, en apportant des touches de couleur sur cette surface blanche qu'il trouvait insupportable. Mais nous savons être aussi une pratique utilisée par Bourdelle. En tout cas, il dira plus tard à Pierre Matisse, je ne pouvais plus supporter une sculpture sans couleur, et très souvent j'ai essayé de les peindre d'après nature. J'en ai gardé quelques-unes pendant des années, et puis pour faire de la place surtout, je les ai fait détruire. Donc celui-ci est le cas de ce buste de femme. Lorsqu'il fréquente l'académie, Alberto Giacometti a la possibilité d'exposer pour la première fois dans un grand salon, et ses sculptures sont exposées au Salon des Tuileries en 1925. Alors, il faut dire que Bourdelle est l'un des initiateurs de ce nouveau salon et l'un des membres du comité de sélection. Et c'est probablement Bourdelle même qui conseille à Giacometti de montrer 2 œuvres, une plus académique, l'autre répondant plutôt à des canons un peu plus modernes. Et donc Giacometti décide de présenter une tête de son frère Diego et un plâtre intitulé Torse. Alors, il pourrait s'agir de ce torse que vous voyez ici sur ces croquis, sur carnet, donc qui est connu uniquement par ces croquis. Et c'est une œuvre qui aurait été ensuite acquise par son ami Serge Brignoni. En 1988, interrogé par l'historien de l'art Casimiro Di Crescenzo au sujet de ce torse, Brignoni confirme dans une lettre que la sculpture n'était plus en sa possession et qu'elle avait été perdue pendant des années de guerre. Alors, cette œuvre est, faut dire aussi, qui est très proche du torse de femme en pierre réalisé par Zadkine à cette époque et qui est présenté à l'exposition rétrospective que Zadkine fait la même année, donc en 1925, et que on sait, Giacometti a pu visiter.
Alors, comme on l'a dit, les archives photographiques peuvent être un témoignage extrêmement important pour nos recherches. Et c'est le cas donc de cette photographie qui est conservée dans les archives de la Fondation Giacometti et qui représente la sculpture d'un homme debout, vraisemblablement un plâtre peint. L'œuvre est très proche d'un croquis sur une page de carnet appartenu à l'artiste et daté que vous voyez à droite de l'écran et qui est daté de 1923-1925. Dans son journal, Isaac Uyehara, emblématique modèle de Giacometti dans l'après-guerre, raconte que l'artiste lui aurait montré la photo d'un nu d'homme sculpté pour souligner l'importance que la sculpture polychrome avait toujours eue pour lui. Je cite, il prit sur l'étagère une photo qu'il me montra en disant « J'ai fait ça à l'époque de la Grande Chaumière, une œuvre grandeur nature, mais j'avais mis de la couleur sur tout le corps. C'était bizarre, évidemment personne ne m'a pris au sérieux. Pourtant, aujourd'hui encore, j'aimerais pouvoir faire des statues en couleur. La photo représentait un nu d'homme traité de façon réaliste. » C'est Marquis Sébi, élève de la Grande Chaumière, qui reporte parmi ses notes certains croquis de Bourdelle, à nous révéler ce travail que vous voyez ici au milieu de ce slide, un travail exécuté par Bourdelle le 13 mai 1923. Or, la ressemblance dans la posture est frappante, ce qui laisse penser que le croquis a été fait lors de la même séance de pose dans laquelle Giacometti a commencé à travailler à sa sculpture. Donc cette photo est extrêmement importante et montre bien la typologie de travail que Giacometti faisait à l'époque de l'Académie d'après modèle. Parmi d'autres œuvres disparues à cette époque, aussi ce buste de femme de 1925, que nous connaissons que par cette photo de profil, qui montre un portrait de jeune femme, les cheveux coupés à la garçonne, avec un traitement très classique de la matière et du rendu de volume. Mais aussi, de la même année, cet autoportrait et cette tête d'homme sur socle. Nous sommes en 1925 encore. Faut considérer que c'est une année charnière dans les 5 années de l'Académie, car c'est un moment, nous le verrons, où Giacometti s'ouvre à des nouvelles expérimentations de style. Donc, si nous regardons par exemple cette tête d'homme à droite, on le voit bien, Giacometti commence à prendre doucement ses distances du style académique. Parmi les sculptures parisiennes de cette époque, seules quelques têtes a survécu, et c'est le cas de cet autoportrait conservé dans la collection de l'Alberto Giacometti Stiftung de Zurich et incluse dans l'exposition sur les œuvres disparues à l'Institut Giacometti. Giacometti l'a probablement échangé avec une autre œuvre durant son exécution, en l'échangeant avec son ami et collègue Hans Stocker, ce qui a permis à l'œuvre de survivre et d'arriver jusqu'à nous aujourd'hui. D'ailleurs, une nature morte de Stocker existe toujours, dans laquelle on peut voir cette sculpture comme sujet principal. Et on la voit aussi dans un coin d'atelier en 1927 en crayon sur papier. Cette pièce donc a été conservée, seule survivante des sculptures réalisées à Paris lorsque Giacometti étudiait à l'Académie. C'est un autoportrait posé sur une petite base en plâtre. Les traits du visage en volume sont incisés légèrement en canif, ainsi que les détails de la chevelure. Le visage est encore réaliste, mais les volumes sont marqués par des formes un peu plus carrées par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pour pratiquer la technique du portrait, Bourdelle demande aussi à ses élèves de modeler en terre la tête d'un ou d'une de leurs camarades. C'était un bon exercice d'observation pour les élèves. Et on le voit bien dans cette photo des archives de l'élève japonais Takashi Shimizu. On voit bien cette dynamique de la classe avec un élève qui pose au centre, ici, tandis que les autres s'appliquent à reproduire son portrait à l'identique. Et Giacometti joue le jeu et pose pour ses camarades les plus proches. C'est le cas, par exemple, de l'élève serbe Sajan Sajanovic,
qu'en 1923 exécute ce portrait d'Alberto, tiré en plâtre, on le voit dans cette photo d'atelier, et puis en bronze. Le bronze est aujourd'hui conservé au Musée national de Serbie à Belgrade. Il pose aussi pour son ami Arnold Gesbuler, élève suisse, qui sera l'un de ses proches dans ses premières années parisiennes. Son nom apparaît très souvent dans la correspondance de l'artiste, avec celui d'Otto Banninger aussi. À son arrivée, Giacometti s'approche d'abord surtout des élèves suisses, puis des Italiens, disons que la langue devait jouer beaucoup dans ce cas, puis d'autres étrangers, très peu de Français au début. Et en 1924, Giacometti prête son visage pour une représentation d'un soldat pour un monument public. On le voit ici à droite, un monument pour les soldats tombés en 14-18 à Saône-Loire, en Maine-et-Loire. Dans une lettre, il écrira à ses parents: Aujourd'hui, j'ai posé pour un monument pour Gesbuler, qui fait un relief pour un monument aux soldats morts dans un pays français. Et j'ai posé pour la tête de soldat, de sorte que dans le village, je vais passer pour un héros de la Grande Guerre avec un casque français sur la tête. Sur un carnet de Gesbuler, encore de 1922-23, conservé aux archives de la Smithsonian, nous retrouvons aussi un croquis de la tête de Giacometti. Il pose aussi pour un beau portrait sur socle de son ami suisse Otto Banninger en 1927. Lorsque Giacometti arrive à Paris en 22, Banninger a déjà quitté l'Académie de la Grande Chaumière et travaille avec Bourdelle dans son atelier comme praticien. Ils seront donc très très proches, avec Gesbuler, aussi avec Margherita Gossasiano, élève roumaine. Disons que c'est le trio d'amis à cette époque, on les voit souvent dans les clichés. Et Otto Banninger, d'ailleurs, mariera Germaine Richier, ce qui permettra un premier contact entre Giacometti et la sculptrice, que je rappelle fréquentera la Grande Chaumière, mais un tout petit peu plus tard, avec un petit décalage par rapport à Alberto Giacometti. Et puis bien sûr, Flora Maio, pour laquelle Giacometti pose en 1927. Alors on le voit sur cette photo, posée à côté de son portrait et de Flora Maio. Alors une exposition a été entièrement consacrée à cette relation, plus particulièrement à ce portrait, aujourd'hui perdu malheureusement. Un projet conjoint avec les artistes suisses Theresa Hubar et Alexandre Birchler sous le commissariat de Christian Allendet. Flora Maio arriva à Paris, on rappelle, en avril 1925. Elle était originaire des États-Unis, de Denver, au Colorado. Elle a à l'époque 25 ans, mais c'est une femme très libre, déjà divorcée, qui décide de quitter les États-Unis et de partir à Paris, ses parents lui donnant une pension mensuelle. À Paris, elle loue un atelier rue Boissonnade, à Montparnasse, et s'inscrit dans la classe d'Antoine Bourdelle à la Grande Chaumière. Et c'est à ce moment-là, à cette époque, à son entrée à l'Académie, qu'Alberto la rencontra. Au début, il reste des simples connaissances pendant quelques temps, et puis entre les deux commence une liaison qui durera plusieurs années, jusqu'à 1929, et qui sera la première liaison, la première relation intime de Giacometti. Les témoignages de Flora racontent d'une époque assez idylliaque, de promenades dans les bois, au Louvre, au Jardin Luxembourg, et bien sûr des séances de pose de Giacometti pour la réalisation de ce portrait, et inversement, des poses de Flora pour la réalisation de son portrait, très connu, dont on parlera très bientôt. Les archives de l'artiste révèlent aussi que le jeune Suisse réalise à son tour les portraits de ses camarades, donc d'un élève chinois en 1923. Giovanni écrit à son fils: J'espère que la tête de ton ami chinois réussisse bien pour le faire jeter en bronze. Mais aussi d'une anglaise, on le voit ici dans cette liste de 1923, qui ici à droite dans ce carnet. D'une américaine. As-tu fini le buste de la belle américaine aux cheveux noirs? Il est bien réussi, écrit Giovanni à son fils. D'une zurichoise en 1924. Je vais continuer aussi celui de la zurichoise, mais ces derniers jours, elle ne pouvait pas poser, écrira Alberto en avril à ses parents. Et dans un carnet de 23, qui est le même que vous avez ici à droite de l'écran, apparaît aussi l'indication
d'un buste représentant Emmanuel Bove, élève de l'Académie et futur écrivain. Dans le carnet, donc, on retrouve donc, à la note 4, buste Bobolnikov, qui était le nom d'Emmanuel Bove. Et dans son roman de 1934, Le beau-fils, Emmanuel Bove fait référence justement à l'Académie. Giacometti réalise aussi le portrait dessiné d'Arnold Liesbuller en 1922 et en 1924. Encore une fois, on retrouve donc le travail à facettes de cette époque. Et en 1926, Giacometti réalise une de ses œuvres les plus célèbres, qui est le portrait de l'élève américaine Flora Mayo. Cette œuvre est réalisée en plâtre, puis tirée en bronze par la suite, et se distingue de tous ceux que Giacometti avait fait auparavant. C'est une tête plate, aplatie, au point de devenir presque comme une stèle. Sur ce plan, cette surface plate, l'artiste grave au canif les traits du visage, donc sur cette surface qui est légèrement lissée, alors que le dos de la sculpture a été laissé complètement brut comme inachevé. L'œuvre de Flora Mayo le portrait de Flora Mayo s'inscrit dans les recherches que Giacometti mène à cette époque autour de la bidimensionnalité, des recherches qui le conduiront très peu de temps après aux femmes plates. Disons qu'il entame son questionnement sur la représentation de la tête que l'on sait tridimensionnelle, mais qui n'est jamais visible qu'en 2 dimensions et donc plate. Et le problème de la représentation fidèle de la vision par rapport à sa représentation est d'ailleurs l'un des thèmes qui intéresseront Giacometti pendant toute sa carrière. La représentation de la tête de Flora, on voit bien, tend à la schématisation. Ses yeux sont en forme d'amande, la bouche est proéminente, le nez est quasiment en 2 dimensions, comme s'il était vu de fil. Et c'est encore un exemple de l'intérêt que Giacometti portait à cette époque pour la polychromie. Dans la version en plâtre, les traits sont rehaussés de peinture, mettant en valeur les cheveux blonds de cette jeune fille creintée, coiffée au carré, les yeux bleus, les lèvres rouges. Donc nous sommes vraiment très loin de ce que le jeune Suisse fait habituellement à l'Académie. Et pourtant, Bourdelle accepte que l'œuvre soit exposée au Salon des Tuileries de la même année, en 1926. Il dira plus tard, en 1953, à Gotthard Gillica dans une interview: « Je faisais venir le modèle chez moi et je peignais le plâtre d'après nature. Je voulus le montrer à Bourdelle, mais quand je l'ai apporté à l'atelier, il y a eu un tel hurlement de dégoût parmi les autres élèves que j'y ai renoncé. » Alors, nous ne savons pas si cette anecdote est réelle. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il y avait cet intérêt pour la polychromie et qui était aussi reconnu par ses camarades, car nous retrouvons d'ailleurs dans les écrits de Geisbuller à sa femme Elizabeth Chase, qui était une élève américaine de l'Académie, la phrase « Des fresques et des sculptures peintes, ça fera un grand plaisir à Giacometti ». Giacometti reviendra à différentes périodes de sa vie vers cette fusion possible entre la sculpture et la peinture. D'abord sur ses plâtres à partir de 1946 et puis sur ses tirages en bronze. Alors, si les œuvres sculptées de la Grande Chaumière sont quasi existantes, celles qui sont faites en Suisse à la même époque constituent un témoignage important du travail de l'artiste. Giacometti retournait régulièrement en Suisse voir sa famille et là-bas il continuait à s'exercer notamment en demandant à différents membres de sa famille de poser pour lui. Donc, lors de ses retours en Val Bregaia pendant les vacances, Giacometti met en pratique les notions qu'il avait apprises en cours et exécute des portraits qui s'inscrivent dans une tradition plastique très classique. Et c'est le cas, par exemple, de ce portrait en plâtre, cette tête d'Ottilia, réalisée en 1925, qui, par ses formes pleines, son attitude sereine, jusque dans le traitement de la matière, renvoie au portrait sculpté de Charles d'Espiau, par exemple. Ou encore cette tête en plâtre de Diego de la même année, qui fait partie de la collection de l'Alberto Giacometti Stiftung de Zurich, que si on compare à la tête de Flora, montre encore, comme à cette époque, il y avait une véritable simultanéité des recherches chez l'artiste,
qui allait d'une représentation très traditionnelle jusqu'aux aplatissements du visage effleurant l'abstraction. Donc des choses qui peuvent être très différentes, qui peuvent coexister à cette époque et qui montrent le début de cette recherche qui le portera après au style d'avant-garde. Alors, dans les cours de Bourdelle, il ne faut pas l'oublier, l'œuvre des maîtres anciens était une référence constante. Le professeur a invité ses élèves à fréquenter régulièrement les musées et les lieux d'histoire, les visites au Louvre, les fins de semaine, les voyages en Provence pour visiter les cathédrales sont l'occasion pour Alberto Giacometti de découvrir les collections du musée ou l'architecture des lieux et de les recopier dans ses carnets. L'artiste suisse partage avec Bourdelle l'intérêt pour l'art gothique, pour l'art grec, et remplit ses carnets de copies de coureuils ou de sculptures médiévales. Ce principe de copier pour apprendre à mieux voir l'accompagnera durant toute sa vie, et nombreuses seront ces copies d'œuvres de la préhistoire jusqu'aux artistes contemporains, dont parmi ceux-là aussi le même Bourdelle. C'est encore une fois l'ami Léonard Messer qui déclare plus tard: les dimanches, j'avais l'habitude d'accompagner Alberto au Louvre, où il me montrait ses tableaux préférés. Avec une éloquence fabuleuse, il savait interpréter les tableaux de Fra Angelico ou de Giotto. Il aimait par-dessus tout la grande Madonna de Cimabue. Avec grand émoi, il me parlait de son premier contact avec le grand maître lors de son voyage à Assise. Parfois, nous nous promenions au parc avec pour destination le musée du Luxembourg. Pour aller voir la collection de Camondo, nous devions passer par la frileuse de Bouguereau, l'ancien professeur de son père de Kunami. Nous étions surtout impressionnés par le joueur de cartes de Cézanne, ainsi que par son magnifique paysage de l'Estac. Les visites des cathédrales en compagnie d'Alberto et de ses autres amis sculpteurs font partie de mes plus beaux souvenirs. Je ne vais jamais oublier le moment où Alberto passait des heures totalement ébloui devant le portail royal de Chartres. Il touchait les figures nobles en exclamant « Regardez ces têtes, ces plis, comme c'est beau, comme c'est juste, comme c'est simple. Regardez ces ombres, si douces, toute la sculpture est dans les ombres. » Et une visite collective au Palais du Trocadéro, annoncée avec enthousiasme dans une lettre à ses parents, et dont témoignent des photos de groupes prises au musée des sculptures comparées, est l'occasion pour les élèves d'étudier de près l'architecture ancienne et de s'approprier de ses formules. En 23, il écrit « Vendredi prochain, nous allons tous au Trocadéro. » Et quelques jours plus tard, la visite au Trocadéro sera intéressante aussi devant ces antiques figures gothiques. On peut voir comme la perfection de l'art est majeure, si franche et intense qu'on s'approche de la nature. Alors, les années de la Grande Chaumière sont aussi pour le jeune Giacometti des années d'ouverture vers un univers très vivant, international, qui était celui de l'Académie d'abord, du Paris de Montparnasse ensuite. Des liens d'amitié se créent parmi les élèves et Giacometti se lie en particulier avec les Suisses, on a dit Otto Banninger et Arnold Gesbuler, mais aussi avec la Roumaine Margherita Cossacéanu, aussi avec le Yougoslave Milunovic et le Serbe Celebonovic, le japonais Takashi Shimizu, la brésilienne Josefina de Vasconcelos, l'italien Massimo Campigli. Avec eux, Giacometti fréquente les cafés, les expositions, mais fréquente aussi les théâtres et les cinémas. Il est à cette époque d'ailleurs un très grand admirateur de cinéma américain et plus en particulier des films de Charlot. Avec certains d'entre eux, il restera très proche, même après son départ de l'Académie. Et c'est le cas de Otto Banninger, de sa femme Germaine Richier, d'Arnold Gesbuler et de sa femme Elisabeth Chase, de Margherita Cossacéanu et de Milo Milunovic. On les voit d'ailleurs ici, à droite de l'écran, dans une photo de 1929, lors du baptême de la fille de Gesbuler. Leurs voix se séparent, certains d'entre eux quittent Paris, mais nous retrouvons encore leurs noms dans certains carnets des années 50 et 60, dans des annuaires de Giacometti ou encore dans des échanges épistolaires. D'ailleurs, Alberto pose encore pour Margherita Cossacéanu en 1954 et puis ensuite pour une médaille, toujours pour elle. Or, nous avons vu comme Giacometti participe avec ferveur au cours d'Antoine Bourdelle, mais il ne partage pas
toujours l'avis de son maître. Dans les lettres qu'il adresse à sa famille, le sculpteur fait souvent part de sa perplexité face à la doctrine du maître, allant parfois jusqu'à annoncer son départ de l'académie. Alors, il souffre surtout de son incapacité de travailler comme il voudrait, en raison de la présence en classe d'un nombre trop élevé d'élèves et d'un manque de recul par rapport au modèle. En décrivant les années passées à la Grande Chaumière, dans une lettre à son marchand Pierre Matisse en 1948, l'artiste évoquera l'impossibilité de saisir l'ensemble d'une figure. Impossible de saisir l'ensemble d'une figure. Nous étions beaucoup trop près du modèle et si on partait d'un détail, d'un talon ou du nez, il n'y avait aucun espoir de jamais arriver à l'ensemble. Mais si par contre on commençait par analyser le bout du nez, par exemple, on était perdu. On aurait pu y passer la vie sans arriver à un résultat. La forme se défait, ce n'est plus que comme des grains qui bougent sur un vide noir et profond. La distance entre une aile du nez et l'autre est comme le Sahara, pas de limite, rien à fixer, tout échappe. Comme je voulais réaliser un peu ce que je voyais, j'ai commencé en désespoir de cause à travailler chez moi de mémoire. Et il commence en effet, notamment à partir de 1925, cette date charnière, on a dit, à prendre les distances de l'enseignement de Bourdelle, fréquentant de moins en moins les cours et exerçant de plus en plus son art en atelier. En parallèle, il ne reste pas indifférent aux courants artistiques qui prennent leur essor à Paris et regarde en particulier du côté des avant-gardes le travail de Jacques Lipchitz et d'Henri Laurence. Ces carnets rendent compte de cet intérêt, donc à côté des nus académiques, apparaissent à partir de 1925 des premières compositions d'inspiration post-cubiste. Dans un de ces carnets que vous voyez ici dans l'écran, Giacometti note même les artistes qui retiennent le plus son attention. Donc Bourdelle 9,5 sur 10, Despio 9 sur 10, Mayol 8 sur 10, Laurence 10 sur 10, Lipchitz 10 sur 10, Zadkine 8 sur 10. Donc s'il donne des bonnes notes à Bourdelle, aux artistes de tradition classique, il attribue quand même les notes les plus élevées aux modernes Henri Laurence et Jacques Lipchitz. Donc il s'intéresse à l'art contemporain en fréquentant les expositions des grands noms de l'époque aussi. Il signale par exemple à son père dans une lettre des œuvres de Picasso vues à la galerie de Paul Rosenberg. Il s'agit des œuvres de la période rose et des travaux néo-ingresques dont il admire la qualité du dessin et la simplicité. Il écrira « Ce sont des choses faites directement d'après nature et très vivantes. C'est en somme tout simplement de l'art qui ne raconte pas l'histoire. Ce sont les meilleures choses modernes que j'ai vues depuis que je suis à Paris. » Il fréquente aussi très régulièrement les cafés de Montparnasse, on a vu, comme la Coupole, le Dôme. Il fait la connaissance de Zadkine, qu'il invite au vernissage de son exposition rétrospective en 1925. Et en juin 26, il se présente à Jacques Lipchitz, qui rencontre à la terrasse du Dôme, et puis lui rend visite dans son atelier. Il sera très heureux de savoir que le sculpteur avait remarqué et apprécié les deux plâtres que Giacometti avait présentés au salon de Tuileries. Et il a néanmoins encore du mal, par contre, à se situer par rapport aux avant-gardes, car il est un peu pris par tout cela. Pour le citer, il dira « Je suis pris par cette tour de Babel », comme il l'appelait, faite de tant de choses différentes et qui part un peu dans toutes les directions possibles. L'aspect faceté qu'on a vu pour ces représentations jusqu'à maintenant, qui au départ était lié à un désir de construire au mieux les volumes, devient maintenant la base de sa nouvelle esthétique d'inspiration néocubiste. Il met donc de côté ses sculptures académiques pour se concentrer sur les nouvelles formes et volumes de ses compositions. Et c'est d'ailleurs à cette époque, entre 25 et 26, qu'il réalise son torse, considéré comme son premier essai touchant au cubisme. Dans cette composition, qui est sans doute très proche des sculptures de Brancusi, Giacometti reprend la thématique classique du nu féminin, continuant à travailler sur une partie isolée du corps, réduisant ses formes à des blocs angulaires. Et des éléments graphiques l'aident à ajouter des détails, donc tels que les seins, le nombril ou encore la colonne vertébrale.
Présenté au Salon des indépendants de 1926, selon l'anecdote qui est racontée à plusieurs reprises par Giacometti même, Bourdelle aurait désapprouvé la pièce en livrant pour tout commentaire: on peut bien faire ça chez soi, mais on ne le montre pas. On ne sait pas si cette anecdote est vraie. On sait d'ailleurs que Bourdelle, dans ses cours, se livrait parfois à des commentaires positifs vis-à-vis des mouvements d'avant-garde. Ce qui montre certainement cette anecdote, ce qui démontre, c'est le ressenti de Giacometti, qui se trouvait dans une phase charnière de sa carrière et qui se bat entre tradition et avant-garde, n'assurant pas complètement son nouveau style. Donc doucement, la forme extérieure des êtres l'intéresse de moins en moins. Il se donne plutôt à une objectivation de ce qui est son ressenti. Donc le fait de vouloir copier un corps à des heures fixes, un corps qui sentait comme indifférent, lui semble une activité fausse. Il ne s'agit plus de représenter une figure extérieurement ressemblante, mais de réaliser plutôt ce qu'il avait affecté de cette figure, ce qu'il prouvait face à cette figure. Il se donne donc à une recherche qu'il mènera pendant quelques années, et qui le portera à aller dans des directions très différentes, engageant un nouveau processus de création qui touche parfois au cubisme, à l'art extra-occidental, jusqu'au seuil de l'abstraction. Je vous ai donc mis ici quelques exemples de compositions très différentes. Nous allons donc des stèles polychromes de claire influence extra-occidentale jusqu'à des œuvres comme le couple, qui est très proche des boucliers africains, ou encore le personnage accroupi, qui ressemble plus à un menhir préhistorique. Et tout ça est inspiré aussi des lectures que Giacometti commence à faire à cette époque. Il visite d'ailleurs le musée ethnographique du Trocadéro. Il lit des revues comme les Cahiers d'art et des revues sur lesquelles les nouvelles découvertes ethnographiques sont mises en avant. Et donc, en plus à ça se rajoute son exercice de la copie d'après l'art ancien ou d'après l'antique, qui continue, sauf que maintenant, à côté des copies d'art grec, d'art gothique, nous trouvons aussi beaucoup de copies d'art extra-occidental, d'art africain notamment. Mais aussi des compositions plutôt cubistes, des œuvres qui peuvent être rapprochées du style de Léger, de Laurence, de Lipchitz, de Zetkin ou encore de Xaki, bref, de tous les grands noms de l'avant-garde qui circulaient à Paris en cette deuxième moitié des années 20 et que Giacometti regardait. Donc l'artiste devient un véritable observateur très attentif, mais aussi un lecteur attentif, et cela jouera un rôle très important dans les productions de cette époque. Et en parallèle, il fréquente de moins en moins l'académie et prend les distances par rapport au travail d'après-nature. C'est dans cette époque charnière entre l'académie et l'adhésion au mouvement surréaliste, qui aura lieu entre 1930 et 1931, donc à partir de 1927, que Giacometti commence à sculpter ses célèbres femmes plates. Ici, je vous ai mis un exemple, la femme plate 3 de 1927-1929. Dans ses compositions, dans les femmes plates, qui nous renvoient bien sûr à des idoles des Cyclades, Giacometti réduit le corps de la femme à une stèle, une plaque sur laquelle s'alternent des pleins et des creux et des traits incisés pour rendre les détails. Et cela semblait inévitable, comme dira Giacometti. Chez moi, je travaillais en m'efforçant de reconstituer par la mémoire ce que j'avais ressenti chez Bourdelle en présence du modèle, et cela se réduisait à très peu de choses. Ce que réellement je sentais, ça se réduisait à une plaque posée d'une certaine manière dans l'espace et où il y avait tout juste des creux qui étaient, si l'on veut, le côté vertical et horizontal que l'on trouve dans toute figure. Pour arriver à la plaque, j'ai commencé par vouloir réaliser de mémoire le plus possible ce que j'avais vu. Je commençais donc bel et bien par faire une figure analysée avec des jambes, une tête, des bras, et tout cela me semblait faux, je n'y croyais pas. Pour le préciser, j'étais obligée peu à peu de sacrifier, de réduire, de laisser tomber la tête, les bras et tout. De la figure, il ne me restait qu'une plaque, et ça n'était jamais ni volontaire, ni satisfaisant, bien au contraire. Il était toujours décevant de voir ce que je dominais vraiment, comme une forme,
se réduisait à tellement peu de choses. Une schématisation donc, de la figure humaine, néanmoins toujours inspirée des œuvres non occidentales, de l'art de l'authenticité et à la fois une décomposition structurelle du volume influencée par le cubisme. Présenté pour la première fois à la Galerie Jeanne Bucher en 1929, à l'occasion de l'exposition d'un de ses camarades de la Grande Chaumière, Massimo Campigli, ces sculptures le rendront célèbre et le feront connaître auprès du cercle surréaliste. Dans ces années, Alberto Giacometti s'affranchit de l'univers rassurant et familier de l'Académie. Plus tard, lorsque son travail aura pris une direction complètement différente de celle de Bourdelle et de son enseignement, il restera cependant très attaché à certains principes appris parmi les sellettes de l'atelier de la Grande Chaumière. L'importance des maîtres anciens et de l'art antique, le rôle indispensable du dessin pour structurer un volume, la priorité de l'âme du modèle pour sa représentation strictement physique, valeurs qui demeureront à jamais inscrites dans sa conscience d'artiste. Merci.